Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette enquête un peu particulière qu'on pourrait légitimement qualifier d'Uchronie, puisqu'on va voir ce qui se passerait si la bombe nucléaire Satan 2 ou Sarmat pour les Français venait à tomber sur Paris. Cette vidéo m'a demandé énormément de recherches et d'interventions, et notamment l'intervention de deux personnes que je voulais mentionner et que je voulais remercier aujourd'hui, qui ne veulent pas être citées parce que tu connais, mauvais délire, on est sur des sujets un tout petit peu relous en termes de confidentialité, mais que je tiens quand même à féliciter pour leur parcours, parce que déjà professionnellement parlant, ça tire pas la gueule, et surtout pour les précieuses informations qu'ils m'ont donné. La première personne, on l'appellera Henri, qui va m'aider sur le côté biologique et humain des retombées d'une bombe nucléaire. Et le second, qu'on va appeler Pierre-Emerick Aubameyang, plaisante, ça va rendre la vidéo hyper longue, on va l'appeler Jackson, qui m'a beaucoup aidé sur l'aspect géopolitique, OTAN, tout ça. La bombe nucléaire sur Paris, l'enquête où va y avoir des morts, je te le cache pas, c'est parti. Première partie de la vidéo, comment imaginer que la Russie nous balance un Satan 2. C'est une espèce de tuto comment recevoir une bombe nucléaire de la part des Russes. Alors là, je me suis renseigné, la législation sur cette question-là, elle est volontairement assez floue chez les Russes. Parce qu'on parle de menace directe aux intérêts vitaux de la Russie, ce qui veut tout et rien dire. Est-ce que c'est des enjeux militaires? Est-ce que c'est des enjeux qui sont stratégiques? Dans notre fiction, on va dire que la France envoie des troupes au sol pour aider les Finlandais dans le cadre de leur nouvelle adhésion à l'OTAN. Dans l'état actuel des choses, il faudrait que la France attaque des sites gouvernementaux, qu'elle le fasse en son nom, donc au nom de la France, et qu'elle utilise des armes à forte destruction comme des missiles balistiques. Et à ce moment-là, Poutine lance une frappe nucléaire. La décision d'envoyer une bombe nucléaire, ça se fait pas autour d'un coca en jouant à Fortnite, ça doit être validé évidemment par le président Poutine lui-même, le chef d'état-major, le ministre de la Défense et certainement, alors on n'est pas sûr, mais j'ai vu certains sites qui disaient qu'il y ait des auxiliaires psychologiques et psychiatriques qui s'assure de la pleine maîtrise de tous les moyens du président russe. Tout se passe avec cette petite mallette, la Tcheguette, que t'as pas intérêt à oublier dans les shots du TGV, puisqu'elle est connectée 24 heures sur 24 au commandement des forces militaires et nucléaires stratégiques de la Russie. Une question qui est revenue souvent dans les commentaires, c'est faux, la vidéo est pas encore sortie, il peut pas y avoir de commentaires. Non mais une question que je me posais souvent, c'est est-ce qu'on peut bloquer une frappe nucléaire? Alors, comme toutes les armes nucléaires connues à ce jour, elles sont toutes stationnées, ou certainement stationnées, dans des sous-marins avec une localisation particulièrement secrète. Je le dis direct, Find My iPhone, ça marche pas. Donc, la question que vous posez sûrement et que vous vous êtes posée, mais Georges, est-ce qu'on peut intercepter ce missile nucléaire? Alors la réponse, c'est oui et non. Oui, parce que depuis 2010, dans le cadre de l'OTAN, en Roumanie, on a mis en place un système qui s'appelle le système AEGIS, donc Aegis. En gros, s'il détecte un mouvement chelou, et typiquement un missile nucléaire c'est un mouvement chelou, bah il envoie en réponse des missiles SM-3S qui font exploser le missile au vol. Donc déjà ça pose aussi le souci de si on fait exploser un missile nucléaire en vol, bah il y a une bombe nucléaire en l'air. Il y aura des retombées certainement dramatiques. Donc vous allez me dire, ok, on peut dévier la trajectoire et faire exploser un missile nucléaire. On est bon du coup, pas de galère pour la France. Autre point qui va dans ce sens-là, techniquement un missile nucléaire, bah, c'est avant tout un missile. Donc, il serait théoriquement possible de stopper Satan 2 qui arrive très vite sur la France. Oui mais non. Parce que, comme je l'ai rappelé, les têtes nucléaires russes, c'est pas des pétards festifettes achetés chez Mokhtar en bas de la rue. Ça va assez vite, et même très très vite, genre 8 km par seconde. Il atteint Paris, ça dépend des estimations, mais il atteindrait Paris en 260 secondes. Alors autant te dire que le système d'interception de l'OTAN, le temps que tu allumes Windows, que tu mettes ton message et tu te connectes à Gmail, t'as déjà plus de maison. Comment une frappe nucléaire fonctionne? Et c'est là que ça va être marrant, cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que c'est une bombe nucléaire? On a deux types de bombes nucléaires. Une qui fonctionne à la fission et une qui fonctionne à la fusion. Hiroshima, typiquement, c'était de la fission nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qu'on m'a expliqué, mais en gros, les bombes atomiques à fission fonctionnent en divisant le noyau d'un atome en deux ou en plusieurs parties. Le résultat est une réaction en chaîne très explosive qui donne l'explosion en elle-même.
Pour les bombes thermonucléaires ou les bombes à hydrogène ou encore les bombes H, elles utilisent beaucoup plus de matériaux et notamment du plutonium-239 qui vont provoquer une fusion d'atomes d'hydrogène et ce processus de fusion libère des neutrons qui vont ensuite se réinjecter dans le plutonium. Et le Soleil utilise ce mécanisme, c'est une forme de bombe H en fusion permanente. Et surtout, le plus important, c'est que les bombes à fission nucléaire sont limitées en termes de dégâts, enfin limitées, c'est Hiroshima quoi, donc c'est pas limité, ça fait quand même mal, mais c'est limité en termes d'évolution, qui n'est pas le cas des bombes à fusion, et notamment de la bombe qu'on va recevoir, Satan 2. Voilà pour le côté un peu intello. Mais faut bien comprendre que la bombe qui arrive sur Paris, c'est pas des lol, comme on dit. Pour un ordre de grandeur, la bombe qui va exploser à Paris, c'est 3125 fois plus puissant que la bombe Little Boy qui a été larguée par les Américains à Hiroshima. Autant te dire que pour les Parisiens, ça pue la merde. Donc Satan 2, qui est le nom donné à un missile russe, Zermat, part depuis un sous-marin, traverse l'eau, puis traverse l'espace pour retomber en flèche sur Paris. Je vous invite d'ailleurs à regarder la très bonne vidéo qui s'appelle « Survivre à une attaque nucléaire » de la chaîne Science Trash qui résume assez bien les mécanismes d'action et surtout de protection en cas d'attaque nucléaire. On imagine que la bombe tombe sur Châtelet, au hasard, en plein cœur de Paris. Au point zéro de l'impact, à l'hypocentre, les gens présents, et Dieu sait qu'il y a des gens présents, impossible de faire changer mon jogging quand je vais au H&M de Châtelet, enfin bref, les gens présents ressentent 1 milliard de fois la pression atmosphérique. C'est exactement comme si tu marches dans la rue et que tu reçois le poids de 100 soleils en même temps sur ton petit corps. La température, elle, proche de l'hypocentre, avoisine les 500 millions de degrés, donc c'est à peu près 10 000 fois la température du soleil. C'est beaucoup, ça brûle, vraiment. Tous ne meurent pas de la bombe elle-même, mais ceux qui se trouvent dans un rayon qui va à peu près de l'île de la Cité à Opéra, ils sont à l'état de plasma. Le souffle et la chaleur sont tellement puissants, les individus dans ce rayon-là passent de l'état de solide à l'état de plasma, on dit qu'ils sont ionisés. Dans un deuxième rayon de Neuilly à Montreuil, c'est la mort aussi. Alors eux subissent de plein fouet la détonation, mais aussi les dégâts matériels puisque la pulvérisation des immeubles et notamment des vitres, du béton, ça va entraîner une destruction absolue de tout ce qui existe dans ce périmètre et donc leur mort. En plus de ça, après quelques secondes, une énorme onde de chaleur à 70 degrés vient pulvériser les survivants et comme si ça suffisait pas, après 2 minutes, une onde de particules de gamma de très haute énergie s'abat sur la capitale et rase tout, mais littéralement tout dans la capitale, c'est ce qu'on appelle la phase de vitrification. Dans le rayon du rayonnement thermique, alors là ça va aller de Fontainebleau à Beauvais, au nord, les brûlures au 3e degré sont très fréquentes, plus de 76% de la population dans ce rayon-là en souffre, et ça va nécessiter notamment des amputations de masse. L'onde de choc ressentie jusqu'à la ville de Clermont et au-delà ne tuera pas les gens, en tout cas l'onde de choc en elle-même ne tuera pas les gens, mais c'est les débris, les incendies, les vitres et l'absence de soins qui va tuer ces gens au bout de 1 à 2 heures. On revient à 2 minutes de la détonation et la matière monte. Donc ça fait un gros champignon, c'est la fameuse photo d'Hiroshima où il y a le gros champignon au-dessus de la ville. Sauf que là, ce champignon-là, il est rempli de produits radioactifs et notamment du fameux neptunium. Ce neptunium va s'étaler sur une partie du territoire de Cambrai à Blois. En gros, pour les gens au sein de ce territoire, c'est un très mauvais délire qui arrive puisqu'ils vont inhaler du neptunium qui va entraîner la fameuse fièvre de radiation. Et quand je dis inhaler, on estime que c'est l'équivalent pour eux d'1 milliard de radios du cerveau en une journée. Donc autant te dire que tu n'as plus un chromosome qui fonctionne. Et eux, donc dans le très grand rayon de l'impact, eux dans un premier temps, ils ont ce qu'on va appeler la phase prodromique qui dure entre 2 et 3 jours. Ils vont avoir des diarrhées, des nausées, des vomissements, des éruptions cutanées. Ensuite, juste après ça, il y a une phase qui est très vicieuse, qui est une phase d'apparente guérison qui dure quelques heures. Et ensuite, enfin, finalement, la phase aiguë qui entraîne tous les putains de symptômes que tu peux imaginer. Donc, gastro-entérite, éruption cutanée, sévère, perte des cheveux, dépression, déshydratation, saignement de la bouche et évidemment la mort. Et ça sur des gens qui n'ont déjà plus énormément de chromosomes dû à l'exposition trop intense des radiations. Donc autant te dire qu'avec ces gens-là, tu vas pas beaucoup t'amuser. Tu avais un karaoké de prévu, déplace-le. Non mais déplace-le, ça sert à vraiment rien de le faire avec eux, ils sont totalement débiles. Au total, on est sur 7 millions de morts en l'espace de quelques jours et plusieurs centaines de milliers de blessés, voire des millions à long terme. Et là, vous allez me dire, oui mais Georges, si jamais
la France se fait bombarder, ça va réagir. On va y venir. Laissez-moi vous parler de la stratégie nucléaire française. Et cette stratégie-là est elle-même fondée sur la dissuasion nucléaire. Et cette dissuasion nucléaire est elle-même... Non, j'arrête, c'est chiant. Pour que la dissuasion nucléaire française fonctionne, il faut deux choses. L'une, c'est avoir la certitude que son missile passera sous les radars de l'ennemi. Ça, normalement, c'est assuré pour la France. Et deux, plus important, il faut que, même si on est sous le feu nucléaire, on doit pouvoir niquer sa grand-mère à celui qui nous a envoyé la bombe. Et ça, aussi, la France peut le faire. Donc, hypothétiquement, dès l'annonce d'une frappe nucléaire imminente sur Paris, la France réplique. Alors vite fait, on va présenter l'arsenal nucléaire français qui peut coucher globalement n'importe qui sur cette terre. Quand on parle de la puissance nucléaire française, on parle de la force océanique stratégique et des forces aériennes stratégiques. Les deux ont à peu près 300 têtes nucléaires qui fonctionnent, dont les informations, je te rassure direct, sont sur des lignes hautement sécurisées. Les sous-marins nucléaires sont actuellement en surveillance quelque part dans les mers et sont hautement opérationnels en cas de besoin. Par ailleurs, Anne-Elisabeth Lemoine avait demandé, il y a une semaine ou deux, avait demandé à Jean-Yves Le Drian, James Yves The Drian, s'il y avait eu un renfort de sous-marins nucléaires avec la guerre en Ukraine. Ce à quoi il avait répondu qu'il ne se prononçait pas, donc globalement ça veut dire oui. En même temps, ça aurait été très bizarre qu'ils disent des sous-marins nucléaires, bien sûr, on en a 4 juste à côté de la Martinique, on en a un dans la mer Baltique. Ça reste entre nous, je peux te le dire. Bah, c'est un peu con. En cas d'attaque, donc en l'occurrence lorsque la France se fait attaquer par une bombe nucléaire, le président, son ministre de la Défense et le chef d'état-major se font une petite réunion au calme dans le poste de commandement appelé Jupiter, qu'on appelle entre spécialistes le PC Jupiter, quoi. Bon, ça fait pas chier. De là, le président ordonne une attaque et le chef d'état-major choisit les cibles potentielles. Et alors, vous allez me dire, ouais mais Georges, la France n'est pas toute seule, il y a une alliance, je sais pas quoi. Là, c'est vrai que ça va réagir en groupe, je te mens pas. Géopolitiquement parlant, la France, ça va. Elle vient de perdre 8% de sa population et toute sa force financière et d'influence est à l'état de plasma. Donc globalement tranquille. Mais la France fait partie de cette fameuse organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et l'ensemble des pays de l'OTAN, quand ils comprennent que la France est sous le feu nucléaire, ils réagissent très fermement et condamnent ces actes ignobles. Je plaisante, évidemment, on voit mal les Américains condamner fermement, mais avant qu'on voit les réactions militaires, il faut qu'on aborde ce fameux article 5 de l'OTAN. En fait, cet article, c'est le seul qui compte vraiment dans l'organisation, c'est le principe de la défense collective. Dans les faits, c'est une riposte proportionnée et concrète à une attaque d'un des pays membres. Bon, en vrai, c'est globalement les Américains qui gèrent le business parce que, no offense, mais si la France est attaquée par un pays type la Russie avec des armes nucléaires, ça foutrait un peu le seum d'être défendu par des Lettons et des Macédoniens. Donc, on va plus miser sur les Américains. Et dans l'article 5, on parle d'une réponse qui est proportionnelle et qui a pour objectif la fin immédiate du danger. Donc, dans les faits, si la France est attaquée par la Russie et si la France subit une attaque nucléaire par la Russie, il n'y a plus de Russie. On ne sait pas exactement, mais on suppose que les armes nucléaires américaines de l'OTAN seraient actuellement, je crois que j'ai vu, c'est en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Turquie. Mais rien n'est sûr, tu te doutes bien qu'ils ne se transmettent pas les informations et les localisations sur WhatsApp. Et au moment où les radars infrarouges américains détectent l'arrivée de la bombe Satan II, les États-Unis ripostent, et non plus dans le cadre de la défense de leur intérêt, mais dans celle de l'anéantissement de l'ennemi, donc potentiellement l'équivalent d'une dizaine de têtes nucléaires par ville russe, donc sur Saint-Pétersbourg et sur Moscou. C'est beaucoup. Et ce, sans compter l'ensemble des frappes stratégiques depuis les pays membres de l'OTAN, donc depuis la Roumanie, depuis la Suède et depuis la Turquie, sur les populations russes. S'ensuit alors ce que les spécialistes appellent l'hiver nucléaire. Les particules du sol pulvérisées en l'air mettant pas mal de temps à redescendre, la lumière du soleil ne passe plus. Et pourquoi on parle d'hiver? Parce qu'il fait super froid à ce moment-là. Les régions continentales qui ont été touchées par les bombes nucléaires subiraient, c'est du potentiel, mais 20 à 30 degrés de moins. Au niveau de la nature, beaucoup d'espèces disparaîtraient puisque certaines plantes ne pourront plus réaliser leur photosynthèse. Et finalement, l'humanité en elle-même perdrait entre 20 à 30% de sa population si jamais l'hiver nucléaire arrivait. C'est ce que les spécialistes, avant d'appeler ça l'hiver nucléaire, appelaient littéralement, on est sur une phase d'apocalypse. Voilà,
J'ai essayé de vous résumer plusieurs concepts que j'ai vus concernant la bombe nucléaire via un petit storytelling sur la ville de Paris. Donc j'ai essayé d'aborder le côté stratégique d'une bombe nucléaire, le côté biologique un peu, le côté ce que ça pourrait nous faire nous dans un cas concret, et enfin le côté géopolitique de l'utilisation hypothétique d'une puissance nucléaire à l'avenir. Je vous rassure, tous les spécialistes sont relativement d'accord pour dire qu'il n'y aura jamais d'attaque nucléaire, justement parce que je vous l'ai dit, une attaque nucléaire d'un pays signifie son anéantissement en 10 minutes. Pas très judicieux de bombarder Paris, mais je trouvais que l'idée était un peu marrante. Merci d'avoir suivi cette enquête. N'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Merci aux 2 spécialistes qui m'ont aidé pour faire cette vidéo. Je ne vous nomme pas, mais toutes vos infos, et vous les reconnaîtrez, toutes vos infos sont dans ce script. Passez un excellent dimanche et nous, on se voit mercredi pour la revue d'actualité time.